Tome 1, chapitre 7. La jeune fille dormait près des eaux calmes du lac. Une barque légère dansait au son des clapotis familiers d'une eau bleutée bercée par une brise apaisante. Un cordage attaché à la proue de l'embarcation dessinait un tourbillon à la surface de l'eau autour duquel un vieux silure blanc, patient, semblait attendre la fin des temps. Les cheveux de la jeune fille épousaient le mouvement des dunes, étalant jusqu'à l'horizon leurs lianes désordonnées. Une source jaillissait de son corps, nourrissait une tache écarlate qui s'infiltrait dans le sable et atteignait la rive pour s'y noyer en filaments dorés. Mais le tourbillon étendait imperceptiblement ses tentacules, s'emparait déjà de ses fibres mordorées, s'y agrippait pour s'approcher de la berge et grondait son plaisir devant la proie convoitée toujours endormie. Mab hurlait son nom, « Adou !» Il se rua vers elle, mais à chacun de ses pas elle semblait s'éloigner. Il s'arrêta, épuisé. La dune dévoreuse insatiable se fit alors hypocritement tendre, l'absorba doucement mais inexorablement. Immobilisé, il voyait impuissant le tourbillon frôler maintenant le corps mouillé, l'envelopper avec gourmandise. Le sable, crissé dans sa bouche asséchée, métamorphosait ses cris de détresse en un râle moribond. La terreur noircissait le ciel. Le lac était rouge sang. « Réveille-toi, Mab, tu as vu l'heure ? On a fini de décharger et ton quart part dans 1h30, prépare-toi. » Amédée secouait Mab vigoureusement, étonné de son apparente agitation. « Ça ne va pas, Mab ? » « Si, tout va bien, j'ai fait un drôle de rêve, mais tout va bien. Quelle heure est-il ? Où est-on ? » ?»« Il est 7h et tu es à Beaudieu, mon gars. Va te débarbouiller, ça te remettra les idées en place. » Amédée était reparti pour Kangoulou sans attendre, pour un aller-retour à effectuer dans la journée. Il avait laissé Mab, à peine remis de ses émotions, sur la place du marché de Beaudieu, à proximité de l'arrêt des cars, juste en face du salon de la beauté de la femme africaine, sur la façade duquel on pouvait lire « Fermé pour cause des funérailles de Soumoulé Sarafis ». « Tiens, voilà ton billet pour Adougou. Bakayoko Djibril t'attendra à l'arrivée. Tu le reconnaîtras facilement. Grande barbe blanche et ventre proéminent. Tu ne pourras pas te tromper. Bon voyage, bonne chance à toi, et méfie-toi des jolies filles de la capitale, s'exclama-t-il, ponctuant ses adieux d'une grande claque dans le dos et d'un rire tonitruant. Le chauffeur du car, à l'encourageant surnom de Tulamo, dérivatif de Tue-la-mort, m'a-t-on expliqué, arborait fièrement une casquette à l'effigie de la compagnie des cars TAC, Trans-Afrique Compagnie, et assis sur une chaise métallique bancale, donnait avec autorité des ordres à 2 employés empressés et obéissants. Le premier, Ahmed, âgé, maigre comme une tige de mil desséchée, sur le toit du car, recevait et arrimait les bagages que lui envoyait le second, Mehdi, jeune apprenti, torse nu, aux muscles saillants vernis de sueur, qui subissait stoïquement les injonctions incessantes et tyranniques du chauffeur, les ponctuant systématiquement d'un « Oui, chef » goguenard. Tulamo avait autorisé Mab à monter dans le car, bien qu'il fût en avance. Par égard pour son ami Amédée, cousin de la femme de son frère, ou quelque chose comme ça, et la famille, même éloignée, c'est la famille. Mab s'était installé au premier rang, côté couloir, à la place la plus proche du conducteur, et n'avait pas tardé à s'assoupir. Il ne se réveilla qu'aux trépidations tapageuses et rebelles de la carrosserie, au moment de la mise en route à la manivelle du vieux et fidèle moteur diesel. À sa droite, tout contre lui, cuisse contre cuisse, vu l'étroitesse des sièges, avait pris place une superbe jeune femme enrobée d'un pagne aux couleurs vives, à la coiffure soignée, harmonieuse composition de tabalé à l'avant et de rastamèche à l'arrière, dégageant un front haut et large, aux yeux électriques et amusés, qui le gratifia d'un « Bonjour jeune homme » plein de gentillesse, accompagné d'un sourire à vous éclaircir une nuit sans lune sous un vent de sable opaque. Mab dut prendre sur le champ son bagage et le caler contre lui, afin de dissimuler le trouble naissant, mais flagrant, que la chaleur de ce contact déclencha soudain. Il lui fallut quelques minutes pour qu'à l'aide du souvenir d'Adou, et au prix d'un gros effort sur lui-même, il puisse reprendre le contrôle de la situation et calmer enfin le génie malin qui s'évertuait à taquiner son bâton d'amour. Le car s'arrêtait fréquemment et de façon inattendue. Qu'un petit groupe surgisse au dernier moment de l'ombre approximative d'un arbuste, non loin de la route, et voilà Tulamo, arc-bouté sur ses pédales de frein, bloquant les roues arrière
précipitant le véhicule dans un dérapage qu'il était bien le seul à qualifier de contrôlé, et le car s'arrêtait dans un crissement de pneus à réveiller un esprit dormeur, une fumée malodorante de caoutchouc brûlé et un rideau de terre de latérite repeignant de rouge les vêtements des voyageurs à leur grand désarroi. Mab descendait alors donner un coup de main à Mehdi pour envoyer les bagages sur le toit, sur lequel Ahmed s'était déjà hissé, avec une étonnante agilité pour les recevoir et les arrimer. Il fallait faire vite, car Tulamo redémarrait dès que les billets étaient payés et poinçonnés. Mab observait le paysage sec et monotone de cette broussine hospitalière, surpris d'entrevoir parfois la silhouette d'une femme, calebasse sur la tête, sans doute de corvée d'eau, ou de jeunes enfants chargés de fardeaux de petits bois, ombres diaphanes, uniques témoins d'une vie improbable, furtives apparitions, sitôt aperçues, sitôt disparues, frères ou sœurs d'un instant, dont Mab se plaisait à imaginer les douleurs et les joies, le village, deviné au lointain, et les champs de coton ou de mil, dérobés au sol ingrat. Il s'assoupissait par instants, et le sourire aux lèvres, au grand amusement de sa voisine, retrouvait Adou, dont il ne doutait pas qu'elle l'attendait. Ignorant les dimensions d'une grande ville comme celle de la capitale, il imaginait déjà la retrouver le lendemain, sinon le soir même. « Connais-tu Adou » demanda-t-il au chauffeur. « Pas Adou. Non, je ne connais pas d'Adou. Adou comment ?»« Adou, la fille de Tchèque Ali Bab. »« Tchèque Ali Bab ? Je n'en ai jamais entendu parler. »« Son nom c'est Adiambo. Elle a de longs cheveux qui lui descendent jusqu'à la taille. Tu ne peux pas l'avoir remarqué. »« Des Adiambo, il doit y en avoir des tas, Adougou, mon jeune ami. Comment veux-tu que je connaisse la tienne ?» Devant ce qu'il prit pour de la mauvaise volonté de la part de son interlocuteur, Mab, suspicieux, finit par se taire. Ce n'est qu'à l'approche d'Adougou qu'il consentit à sortir de son mutisme. Un barrage de police avait contraint Tulamo à se garer non loin d'une case qui servait d'abri contre le soleil à 3 policiers, apparemment les chefs, quels 2 subalternes, dociles mais peu empressés, apportaient les documents des véhicules. Ces 2 derniers se chargeaient aussi des fouilles si nécessaire. Tulamo semblait de connivence avec le plus âgé des 2. Mais une parole d'agacement maladroite de l'un des passagers avait déclenché une perquisition en règle. Il fallut descendre tous les bagages du toit et les ouvrir un à un. Mab s'était éloigné un peu à l'écart, et ses pas l'avaient porté de l'autre côté de la route. Face à lui, très loin dans les brumes de chaleur, une immense colline dressait sa majestueuse placidité, exhalant des vapeurs troubles et surnaturelles. Elle semblait vouloir dompter le ciel et décider du sort des hommes. Mab, troublé par le magnétisme qui s'en dégageait, resta longtemps à la scruter, immobile, fasciné. Elle semblait lui dire « Je te connais, viens, je t'attends ». Ce n'est qu'au hoquet souffreteux du klaxon du car qui rameutait les passagers pour le départ vers Adougou qu'il abandonna sa contemplation. « Connais-tu cette colline que l'on aperçoit loin à l'horizon » demanda-t-il à Tulamo. Les gens d'Adougou la nomment la colline au mirage. Pourquoi ce nom? Tu demanderas à Djibril, il t'expliquera mieux que moi, répliqua Tulamo sur un ton inexplicablement péremptoire, qui mit clairement fin à la discussion. Depuis une demi-heure au moins, le car zigzaguait tant bien que mal sur une piste de latérite ravinée, au milieu de mobylettes pétaradantes, de taxis-brousses surchargés, de camions en panne aux capots moteurs ouverts et fumants, ou bien sans roue, châssis posés sur des moellons vacillants, ou bien encore des charrettes débordantes, poussées par d'imprétides et maigres jeunes gens, et de piétons peu observateurs des règles élémentaires de sécurité. Sur le bord de la route nationale numéro 5, se succédaient les échoppes diverses, dont Mab se plaisait à lire les enseignes, souvent pittoresques. Réparateurs de chambres à air de bicyclettes ou de mobylettes, Répare-tout, Répare Express ou la clinique de la mobilette. Coiffeur pour dames ou messieurs, à la coiffure parisienne, coiffe-mode ou le ciseau Dior. Marchands ambulants de boissons fraîches à la couleur marron peu ragoûtante, de Fanta et de coca tiède, assis sous un parasol coloré devant leur glacière à roulettes. Le gosier ravi, le glou-glou frais, la lampée divine. Restaurateurs, découpant des bouts de viande enveloppés dans des feuilles de journaux ou des papys gras. Surveillant la cuisson de brochettes éthiques et le bouillonnement d'une sauce piquante et odoriférante, devisant avec quelques rares clients attablés sur une planche de bois, posés sur 2 tonneaux, assis sur des bancs de bois rongés par les termites, qui, malgré leur grand âge, mettaient un point d'honneur à ne pas s'affaisser. La guinguette d'Adougou,
la pharmacie du ventre ou encore le tue-la-faim. Face à cette foule foisonnante, ce défilement continu de maisons aux murs de terre rouge délavés, parfois flanqués de volets à persiennes verts ou bleus, aux toits de tôle rouillée, ces ribambelles de jeunes pelés en herbe, dribbleurs magiques, dansant leurs rêves, une canette cabossée aux pieds, ce ballet fugace de mère courage, enfants brimballés dans le dos, s'affairant autour d'un feu capricieux sous une casserole noircie, bravant la chaleur accablante, les yeux mouillés par les fumées des barbecues. Mab entrevoyait avec une angoisse grandissante qu'il pénétrait un monde nouveau, étrange, à la fois attirant et hostile, dont il lui faudrait apprendre et accepter les règles. Son anxiété décuplée au fur et à mesure qu'il prenait conscience de l'immensité de la ville, et qu'il lui apparaissait de plus en plus improbable de retrouver rapidement Adou. Il tenta de se rassurer. Djibril Bakayoko connaissait sûrement Cheikh Ali Bab. Il saurait lui dire ce qu'il était advenu d'Adou. Après un brusque virage sur la droite, accompagné d'un coup de frein brutal, le car franchit au ralenti un portique surmonté d'une plaque de bois blanc, sur laquelle on pouvait encore deviner, écrit en lettres noires à moitié effacées, « Place de l'Indépendance ». Un tableau réaliste inattendu saisit alors le regard de Mab. La place de l'Indépendance, ruisselante d'humanité, se coloriait au pinceau hésite d'une foule enchevêtrée de femmes aux pagnes bariolés, d'hommes ventripotents en boubous aux couleurs flatteuses, de charrettes bises ou ardoises gémissant leur peine sur deux roues avachis, de mobylettes bleues fanées, indisciplinées, de porteurs aux yeux rougis, brisés sous la charge démesurée, d'enfants albinos, gouailleurs et turbulents, d'adolescents manutentionnaires, commis aux carnations miroitantes de sueur, de mendiants faméliques fouillant les ordures, d'aveugles abandonnés retouchant de leurs mains tendues la palette des couleurs d'une nuance de honte, de silhouettes transparentes, femmes répudiées, vieilles délaissées, visages sans nom, fantômes oubliés, aux suppliques ignorées. Cris, bagarres, invectives, marchandages, odeurs de fruits avancés, de vapeurs d'échappement, parfums tenaces, vie intense et grouillante, tout alimentait son désarroi, mais aiguillonnait en même temps sa curiosité. Tu la mot du jouet du klaxon, injuriant, fulminant, dégoulinant de sueur, pour parvenir sans incident sur le terre-plein de latérite réservé à la compagnie africaine des cars, à l'extrémité ouest de la place. Les bureaux de la compagnie, où se grimait une secrétaire offrant, sous l'œil concupissant d'un jeune employé, ses formes débordantes aux caresses d'un ventilateur à la litanie monotone, dominaient la place de 3 marches inégales. Debout sur la 3e, un homme immobile, majestueux, à la longue barbe blanche, arborait avec fierté un ventre proéminent, témoin patent de sa réussite. Djibril Bakayoko habitait à 3 kilomètres environ du centre-ville. Il y possédait une vaste concession constituée de 3 bâtiments en dur, portes et fenêtres aux persiennes rouges briques, distribuées autour d'une cour où s'épanouissaient 2 splendides flamboyants et 3 ou 4 manguiers dont l'un, avoisinant les 25 mètres de haut, diffusait une ombre précieuse et rare du haut de son houppier de 8 mètres de diamètre et offrait en profusion, à qui en voulait, ses drupes colorées et oblongues, à la saveur sucrée et à l'arôme envoûtant. Le premier bâtiment, face à l'entrée de la concession, servait d'habitation à la famille de Djibril Bakayoko. Il était composé de 4 pièces. La chambre de Djibril et de son unique épouse Salama, celle de son dernier enfant, un fils prénommé Jalil, une cuisine intérieure équipée d'un réfrigérateur et d'une cuisinière à gaz. Enfin, un grand salon au plafond duquel 3 immenses pales de ventilateurs se plaignaient continuellement, sans doute de tourner en rond, s'ouvrait sur une terrasse en bois chapeautée de paille et de roseaux. Le second, sur le côté droit de la cour, ne présentait que 2 pièces et une cuisine extérieure, toujours fumante, autour de laquelle s'affairaient en permanence des femmes souvent jeunes, entourées d'une nuée braillarde de jeunes enfants. Djibril y recevait, me dit-il, la famille de passage. Je compris plus tard qu'il donnait au mot famille une signification très personnelle. En vérité, il offrait l'hospitalité à bon nombre de sans-abri et de chômeurs, pas toujours directement liés à sa famille. Et sa réputation d'homme charitable et bon n'avait certainement rien d'usurpé. Un petit local accessible à tous, avec 2 douches, des toilettes et 2 lavabos côte à côte, dont l'un surmonté d'une glace fendue,
complétaient l'habitation. Ses 2 autres enfants, un garçon Kofié et une fille Adila, avaient chacun de leur côté fondé une famille. Kofié, fonctionnaire du ministère des Finances, habitait à Dougou, dans un quartier contigu à la place de l'Indépendance. Adila avait suivi son mari à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est dans le 3e bâtiment que Djibril Bakayoko tenait son commerce. Une sorte de bazar ou de caverne d'Ali Baba, pompeusement nommé Grand Magasin Général d'Adougou. Avec sa porte d'entrée repeinte en jaune vif, il était repérable de loin et connu de tous. Je me souviens de la première fois où je suis allé à Adougou rencontrer Djibril Bakayoko. Je sortais de l'aéroport et tentais maladroitement d'expliquer au chauffeur de taxi ma destination. Jusqu'à ce que je lui dise « Je crois que ce magasin a une porte jaune ». Le chauffeur me coupa instantanément la parole. « Ah, mais c'est le grand magasin général d'Adougou, rue du magasin jaune. Je connais mon frère, tout le monde connaît le magasin jaune ici. » À ce point, rétorquai-je. « Si, mon frère, tu trouves tout là-bas, même les petits manteaux d'amour de toutes les tailles, à tous les parfums, s'exclama-t-il. Il partit d'un grand fou rire qui ne le quitta plus, jusqu'à notre arrivée. Une petite pièce attenante, dans laquelle on pénétrait en soulevant un rideau pâle et froissé, avec porte et fenêtre donnant sur la rue, servait précédemment de bureau. Elle avait été déménagée pour y loger Mab. Un lit avec sommier de bois et matelas de mousse, entouré d'un tissu orangé, une petite table et une chaise en bon état avaient remplacé le mobilier de bureau, provisoirement déplacé dans un coin du magasin derrière un paravent triptyque chinois. 2 étagères fixées au mur complétaient ce mobilier. Mab se souvint de certaines de ses lectures, on y parlait d'hôtel 4 étoiles. Cela doit y ressembler, marmonna-t-il. Il eut une pensée pour Fatouma et son cœur battit le tam-tam de la nostalgie. Un peu gêné par tant de confort qu'il jugeait immérité, il ne dit rien cependant. Mais depuis ce jour, il voua à Djibril Bakayoko une immense reconnaissance. Il se devait de ne pas le décevoir. Djibril Bakayoko reçut Mab comme un fils. Et bien qu'il le vit pour la première fois, l'embrassa dès son arrivée, et posant son bras sur ses épaules, lui dit gentiment. « Salut mon garçon, bienvenue dans la capitale. Tu seras désorienté les premiers jours par ce monde nouveau que tu vas découvrir. Mais tu es jeune et intelligent, tu t'y feras vite. Zimba m'a parlé de toi, il t'aime beaucoup, semble-t-il. Comment va-t-il au fait? Toujours à courir le gibier? Oui, il est en pleine forme, et il m'a demandé de vous saluer. Voilà qui est fait. Fatouma aussi vous adresse ses respects, et cela suffit avec les remerciements. C'est avec plaisir que je te reçois. Tu emmènes avec toi le parfum familier de la brousse. Et un garçon de plus à la maison, c'est de la joie en perspective. Mais attention, j'attends de toi du sérieux dans ton travail, contre le logement que je t'accorde. Et puis, pendant ton temps libre, tu me donneras un coup de main au magasin. Je te paierai les heures que tu y effectueras. Cela te permettra de t'acheter les fournitures dont tu as besoin. Pour ce qui est de manger, tu seras toujours le bienvenu à notre table. Merci beaucoup, je ne vous décevrai pas. Puis-je vous poser une question, monsieur Bakayoko? Djibril Bakayoko sourit un instant. D'abord, tu vas me faire le plaisir de me tutoyer et de m'appeler Djibril, d'accord? Ensuite, tu peux poser toutes les questions que tu veux, quand tu veux. Sais-tu où je peux trouver Adou, la fille de Cheikh Ali Bab? Le visage de Djibril Bakayoko s'assombrit un instant. Nous en parlerons plus tard, on arrive. Tu vois la porte jaune au milieu de la rue? C'est là dorénavant que tu habiteras. Viens, je vais te présenter à la famille. Tout le monde a hâte de connaître Mab, le fils de Fatouma de Kandou. La soirée fut chaleureuse, et Mab se sentit rapidement à l'aise, malgré la moiteur suffocante de l'atmosphère en ce début de saison des pluies. La simplicité de l'accueil qu'il reçut, et la gentillesse de Salama dont il découvrit les talents de cuisinière le soir même, en se régalant d'un poulet grillé au citron et de riz pimenté sauce arachide, la vitalité canaille de Djalil et la bonhomie de Djibril lui firent oublier un moment Kandou, Fatouma et même un instant, à sa grande honte, Adou. Djibril lui avait offert une montre au cadran orangé, d'occasion, mais une lipe, avait-il précisé fièrement. Elle donne la date et l'heure. Avec ça, tu ne seras jamais en retard à tes rendez-vous. Mab ne cessait de la consulter, au point que Salama lui fit remarquer. Ce n'est qu'un objet, Mab, ne lui accorde pas trop de valeur. Tard dans la soirée, un de ces orages féroces que seuls les dieux terriblement offensés peuvent imaginer s'abattit avec brutalité, frénésie et démesure. Tout le monde se précipita à l'intérieur de la maison, emportant qui une chaise, qui un plat ou une assiette, ne laissant au fouet d'eau que la
courette vite transformée en une piscine jonchée de branches et de feuilles tournoyantes et affolées. Mab s'était réfugiée dans sa chambre et, médusée, avait longtemps observé la chaussée, un peu plus tôt langue sèche de poussière volatile, à présent victime torturée, affouillée par un torrent furieux, boueux et surréel. Le déluge avait cessé aussi vite qu'il était apparu. Mab se tenait, immobile, étonnée, sur le seuil de la porte qui donnait sur la rue. La terre, soudain dévoreuse et vengeresse, absorbait les trombes d'eau déversées si rapidement qu'il n'y eut bientôt plus une seule flaque où puissent se refléter les étoiles, curieuses et coquettes, qui se dévoilaient impudiques dans un ciel d'une pureté miraculeuse. Il eût été téméraire pourtant de s'aventurer à l'extérieur. Défigurée, scarifiée de traîner debout, la rue du magasin jaune, vaincue, s'abandonnait à ses blessures, vomissant des chuintements de bulles d'air un temps emprisonnées dans le gadou, avide d'une liberté retrouvée. On s'y serait enfoncé jusqu'au bolet. À l'extrémité la plus lointaine de ce qui n'était plus qu'un chemin de boue raviné, on devinait grouillante autour du seul lampadaire du quartier une myriade de termites affolés dont de jeunes enfants pieds nus, agiles fantômes, gesticulant de l'obscurité, s'emparaient à l'aide de filets de fortune, déjà rieurs à l'idée du délice de ces gourmandises bien grillées. Mab sourit. Sa brousse lui manquait. Il eut une pensée pour Boudos, en voyant un chien famélique courir tout mouillé, rasant les murs des maisons. Une nostalgie perfide le submergea quelques minutes, mais finit par laisser place à l'inquiétude. « Adou, où es-tu? Te retrouverai-je? Sens-tu que je suis là? Si oui, fais-moi un signe le plus vite possible. » Cette nuit-là, Mab eut beaucoup de mal à s'endormir. Il fut réveillé vers 9 heures par les bruits du magasin où s'affairait Djibril et ses 2 employés depuis plus d'1 heure. Un chargement était arrivé sur une charrette sans ridelle, fier d'exhiber ses 2 jantes repeintes en blanc avec ses pneus rechappés et bien lisses, tiré par un jeune homme au torse nu, courbé sous l'effort, et poussé par un homme mûr à l'âge indéterminé. Il avait fallu décharger, ouvrir et vérifier les contenus, et ranger le tout dans la réserve ou, pour certaines marchandises, les placer directement en rayon. Djibril avait offert un thé aux 2 transporteurs qui le dégustaient manifestement heureux d'une telle aubaine, d'un court repos, assis sur un tapis de paille posé sur le sol, maintenant asséché, devant l'entrée du magasin. Mab les salua, mais ne dérangea pas plus longtemps son hôte tant il était occupé à tout surveiller, donnant ses directives à ses salariés et recevant en même temps avec amabilité les premiers clients, qu'il était inconvenant de faire attendre. Aussi remit-il à plus tard les questions pressantes qui commençaient à le torturer. Après avoir dit bonjour à Salama et bu un bol de thé accompagné d'une tranche de pain un peu sec et d'une mangue du jardin, Djalil étant déjà parti à l'école, il sortit, à la découverte des lieux circonvoisins. L'air paraissait presque frais par rapport aux chaleurs de la veille, malgré la sueur dont le corps se badigeonnait déjà. La rue du magasin jaune avait étonnamment retrouvé son aspect habituel. Telle la coquette après une nuit de débauche, elle avait effacé ses stigmates nocturnes, remaquillée tôt le matin par tous les habitants, armée de dabas, pelles et pioches, seaux de sable et de gravier, s'empressant de combler là un trou, là une profonde rigole, d'aplanir les vagues de boue durcies et d'égaliser le sol avec un râteau pour les mieux équipés, une planche de bois et même leurs semelles de chaussures pour d'autres. Les outils utilisés, enrobés de terre, se reposaient exténués, adossés aux murs des maisons, ou bavaient leur fatigue, renversés pour un temps, abandonnés. Instinctivement attiré par la ville, Mab parvint rapidement à l'extrémité sud de la rue, où le rejoignit une artère anciennement goudronnée qui menait au centre-ville. On pouvait lire en lettres noires « Rue des coiffeurs » sur une planchette de cajot fixée par des fils de fer à un poteau électrique rongé par les termites. Mab s'en étonna, vu qu'un seul coiffeur, à l'enseigne Le Coiffe Moderne, c'est ici, semblait lui offrir ce service, tout au moins aussi loin que son regard lui permettait de voir. Il soupçonna son damier de ne pas être totalement étranger à la présence de cet écriteau. Au coin des 2 voies, en face de lui, une échoppe attira son regard. Ousmane Amadou antiquaire. Un vieil homme se tenait sur le seuil de la porte, à peine entr'ouverte. Un moment, leurs yeux se croisèrent. L'antiquaire eut l'air surpris. Enfin, Mab le crut d'un instant. Puis il rentra dans son échoppe et referma doucement la porte.
Mab fut tenté de le rejoindre, se ravisa. Il aurait bien le temps de faire connaissance plus tard avec le voisinage. Le gros du travail devait être fini à présent au magasin jaune, et Djibril pourrait peut-être enfin répondre à ses questions. Mab retrouva Djibril, parvenant avec un client peul, sans doute une relation de plaisanterie. Moqueries réciproques, rires et tirades éloquentes se succédaient, ponctués de serments de main amples et si vigoureux que Mab s'attendait à chaque instant à voir se décrocher l'épaule d'un des deux protagonistes. D'abord décontenancé, puis séduit, il prit un grand plaisir à les écouter et se garda de les interrompre. Djibril lui tournait le dos et ne l'avait pas entendu s'approcher. L'interlocuteur de Djibril, gratifié d'un grand sourire et d'un « au revoir, mon frère pasteur » affectueux, prit congé. Fier, dans sa longue tunique bleue, à l'ombre d'un vaste chapeau de paille et de cuir à l'extrémité pointue, il s'éloigna lentement. Djibril l'observa un instant, et sentant une présence derrière lui, se retourna. « Tiens, te voilà donc, Mab, pas trop dépaysé ?» Mab n'eut le loisir ni de répondre, ni d'interroger son hôte. Celui-ci enchaîna immédiatement. « Nous avons des choses sérieuses à discuter. Viens, rentrons à la maison. Nous y serons mieux pour parler assis devant un bon café. » Djibril disparut au fond du magasin, retrouva Mab sur la terrasse de la maison familiale avec une tasse de café entre les mains, ainsi qu'un dossier sous les bras. Il s'assit, posa sa tasse et tira du dossier une feuille d'information déjà remplie. Tout en tendant vers Mab un stylo à plume, il prit immédiatement la parole. « Tiens, signe donc en bas à droite. » Mab observa ce stylo longuement, et avec admiration le tourna, le retourna, émerveillé. C'était la première fois qu'il en tenait un entre ses doigts. Revenant à la réalité, il bafouilla une excuse et signa à l'endroit indiqué. Djibril l'avait observé, amusé. « Tu pourras en avoir un comme cela plus tard, ne t'en fais pas. Alors voilà. Mon ami Oko Kafando, du même village que Salama, dirige l'école privée Sainte-Lucie. Elle n'est pas très loin d'ici. Nous la visiterons demain et je te présenterai à Oko. J'ai eu du mal à le convaincre, mais il a fini par accepter ton dossier d'inscription au concours d'entrée dans son école, bien que tu n'aies pas eu une scolarité normale, pour ne pas dire de scolarité du tout. Alors je compte sur toi pour m'éviter la honte. Si tu es pris, tu y prépareras un baccalauréat en 3 ans, tout au moins à la condition de donner satisfaction à tes enseignants chaque année. J'ai causé la case littéraire à la question « Quel baccalauréat envisagez-vous » Cela te convient-il? Ziba m'a certifié que tu étais un petit écrivain en herbe. De toute façon, tu pourras changer d'avis en cours de scolarité. Allez, on est d'accord, n'est-ce pas? Bon, j'ai encore du travail, je te laisse. Profites-en pour te familiariser avec la ville. Mais ne va pas trop loin, il y a des esprits malins qui dévorent les curieux dans les grandes villes. Tout en riant de sa plaisanterie, Djibril se leva, vida d'un trait le fond de sa tasse de café et retourna à ses occupations professionnelles. Mab n'avait pas pu placer un mot. Il resta éberlué quelques minutes, le cœur battant le tam-tam de l'émotion. La joie de l'opportunité d'intégrer une école d'abord, puis l'inquiétude d'avoir à passer un concours pour lequel il ne se sentait pas préparé, le désespoir à l'idée qu'il ne pourrait jamais réussir, qu'il décevrait Djibril, la terreur de retourner alors à Kandou, honteux d'avoir trahi la confiance du village, que diraient Fatouma et Zoroastre et ses amis. Tout cela fut si inattendu et si brutal que c'en fut trop pour Mab. Il s'effondra, secoué de sanglots désespérés, sitôt accompagné des aboiements moqueurs des chiens du voisinage. Salama sortit tranquillement de sa cuisine. Son casse-cou de Djalil lui avait appris la sérénité après un nombre incalculable de turpitudes achevées par des pleurs et des bobos sans grande conséquence. Elle s'assit donc auprès de Mab et le serra contre sa poitrine. « Qu'y a-t-il, mon grand? Ton village te manque? C'est la ville qui te fait peur? Je ne pourrai jamais réussir ce concours. Comment veux-tu que ce soit possible? Je n'ai jamais fréquenté la moindre école. » « Mais non, Mab, c'est faux. Tu as eu la chance d'avoir le meilleur des maîtres avec Mandjakou. Crois-tu qu'il serait fier de toi en te voyant douter à ce point de toi-même? Allons, reprends-toi. Tu verras, ce concours n'est pas si difficile. Garde tes larmes pour des choses plus tristes. La vie ne t'épargnera pas, elle n'épargne personne. Profite plutôt de ta jeunesse et de tes capacités. S'il est vrai que tu es doué pour l'écriture, comme me l'a dit Djibril, alors écris donc, tu n'imagines pas la chance que tu as. À l'évocation du nom de Mandjakou, Mab sentit son cœur se gonfler, et ses larmes disparurent aussi rapidement qu'elles avaient jailli. Il s'était fixé un objectif, il avait choisi son destin en quittant Kandou. Premier écueil, première faiblesse?
Une mise à l'épreuve, sans doute manigancée par les ancêtres pour tester sa volonté. Mab se redressa, piqué au vif. J'ai une question à poser à Djibril. Il va falloir qu'il me réponde. Et maintenant? Il quitta Salama, qui lui sourit gentiment, et rejoignit le magasin d'un pas résolu. Djibril examinait des factures, penché sur son bureau. Il faut me répondre, Djibril, s'il te plaît. Que sais-tu sur Adou? Surpris par le ton inhabituel et peu respectueux de Mab, Djibril se retourna vivement. Mais à la vue du visage décomposé et décidé du garçon, il se maîtrisa. Très bien. Allons marcher dehors, ce sera plus facile pour parler. Il mit son bras autour des épaules de Mab, plus inquiet que jamais, et ils sortirent. Les deux hommes remontèrent la rue en silence. Mab avait appris de Mandjakou qu'il convenait de respecter la parole de l'aîné, en particulier ses silences. Annonciateur de propos réfléchis, reliefs inhabituels, souvent porteurs de nouvelles essentielles. Ils passèrent devant la boutique d'Ousmane Amadou, l'antiquaire. Ce dernier, assis sur un minuscule tabouret monoxyle aux 3 pieds recourbés et de longueurs inégales, lui permettant de s'adapter aux irrégularités du terrain, fumait une pipe au foyer minuscule, manifestement taillée dans un broussin d'un certain âge, à la longue tige habillée d'une peau de margouillat, elle-même ornée de petits reptiles en bronze. Elle dégageait une odeur âpre et prenante. Ousmane Amadou ne leva pas les yeux sur eux, mais dès qu'ils furent passés, Mab sentit son regard le fouetter entre les omoplates comme une aiguillade souple fouette les bœufs. Il en fut désemparé et faillit trébucher. Il se retourna. Le vieil homme n'était plus là. École privée Sainte-Lucie apparut bientôt, peint en lettres majuscules rouges, sur le trumeau de la face avant d'un bâtiment vieillot, encadré par 2 immenses fenêtres quadrillées, peinant à dissimuler leur beauté déchue, en chamarrant de carton coloré leurs vitres cassées. Djibril s'arrêta et pointa du doigt l'entrée de l'établissement, mais ne dit rien. Ils continuèrent leur route jusqu'à parvenir aux abords d'une avenue goudronnée dont l'accès leur était interdit par une rangée de barrières métalliques. « Regarde ce palais au bout de l'avenue, dit alors Djibril. C'est la présidence de la République. Les bâtisses que tu vois, à droite et à gauche, sont les différents ministères. Le plus proche de nous, de l'autre côté de la rue, celui à l'entrée duquel tu peux voir ces 2 magnifiques flamboyants, et celui où travaillait Cheikh Ali Baba. C'est le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Cheikh Ali Baba y exerçait les fonctions de directeur de cabinet du ministre. Il était un proche de l'ancien président Thierry Sonkoura. Quand celui-ci a été assassiné par l'actuel président Bernard Aboiré lors du coup d'État de l'an dernier, tous ses proches ont dû fuir. Certains l'ont pu, d'autres non. La liste des disparus est longue. On y trouve par exemple Albert Zenga, alors rédacteur en chef du journal Le Renouveau, et dont Cheikh Ali Baba était un ami intime. Je t'en reparlerai plus tard. Personne n'a su ce qu'est devenu Cheikh Ali Baba. Certains affirment qu'il a été prévenu à temps et qu'il aurait pu se réfugier à l'étranger. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu de ses nouvelles. « Et Adou » s'exclama Mab affolé. « Sois passant, je vais y venir. » Je n'ai pas connu personnellement Cheikh Ali Baba, mais tout le monde l'appréciait, car il aimait passer à la télévision pour expliquer les décisions de son ministre. Il répondait avec franchise, honnêteté et amabilité à toutes les questions des journalistes, même aux plus irrévérencieuses. Il faisait preuve d'une grande pédagogie et ses interventions étaient très suivies. J'ai su beaucoup plus tard qu'il avait une fille, à laquelle il était très attaché. Adiambo, que tu appelles si gentiment Adou. Elle aussi a disparu dans les semaines qui ont suivi le coup d'État. Mais apparemment, elle n'avait pas été inquiétée par le pouvoir en place. À ma grande surprise, c'est tout récemment que j'ai découvert que j'avais souvent aperçu Adiambo, sans savoir qui elle était. Il y a 2 ans, même plus, bientôt 3 ans en vérité. Oh, le temps passe vite. Djibril fit une pause et reprit. Oui, il y a à peu près 3 ans. J'ai vu apparaître pour la première fois la fine silhouette éthérée de cette jeune fille aux longs cheveux noirs, semblant frôler le sol, et dont les pas ne soulevaient jamais de poussière. Elle venait rendre visite à l'antiquaire, Amadou Ousmane. Ces visites devinrent rapidement régulières, tous les vendredis à la même heure, en fin d'après-midi. Ils avaient de longues conversations, ponctuées d'oscillants en silence, tous les deux assis sur le seuil du bâtiment. Parfois, mais pas toujours, la jeune fille entrait dans la boutique suivie par l'antiquaire, pour ressortir presque aussitôt avec un mystérieux petit paquet ficelé, manifestement préparé d'avance. Puis la jeune fille repartait aussi discrètement qu'elle était venue, assez tard le plus souvent. Son image semblait alors se dissoudre doucement
dans la pénombre diffuse des prémices du soir. Une semaine après la disparition de son père, on l'a vue pour la dernière fois près du marché. Elle semblait attendre quelqu'un, 4x4 Toyota vert, un BJ45 je crois, s'est arrêtée à sa hauteur. Après une brève discussion avec le chauffeur, elle est montée à l'arrière du véhicule aux vitres teintées. Depuis, Ousmane Amadou a repris ses méditations solitaires. Mais figure-toi que la veille, sortant précipitamment de chez l'antiquaire, elle avait heurté Djalil, qui rentrait de son cours du soir. Une enveloppe qu'elle tenait cachée sous ses vêtements était tombée au sol. Elle l'avait ramassée en jetant des regards inquiets autour d'elle, puis s'était rapidement évaporée dans la nuit avancée. Nous ne l'avons plus jamais revue. Mais comment sais-tu qu'il s'agissait d'Adou? C'est quand Zimma Traoré m'a parlé de toi, pour la première fois, et qu'il m'a raconté ton histoire. Il a prononcé le nom d'Adiambo. Djalil était présent. Et c'est le nom que j'ai lu sur l'enveloppe, s'est-il écrié. Surpris, nous lui avons demandé de quelle enveloppe il parlait. C'est alors que Djalil nous a raconté sa rencontre fortuite avec Adiambo. Sur l'enveloppe tombée à terre, j'ai eu le temps de lire un nom. Adiambo, fils de Tchèque Alibab, je m'en souviens parfaitement, nous a-t-il affirmé. Voilà. Mab, tu en sais à présent autant que moi. Faisons demi-tour, je vais aller voir Ousmane Amadou, s'exclama Mab en se retournant, immédiatement retenu par Djibril. Il n'en est pas question. Fin du chapitre 7 du tome 1.